Toute sa vie, M. Thibault a eu le cœur sur la main. Et il a longtemps cherché le moyen de laisser sa marque après son départ, tout en prenant soin des siens. Il a choisi d'inclure à son testament un don planifié à la fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal. Un geste altruiste qui, même une fois sa vie terminée, lui a permis de continuer à changer celle des autres. Et un geste brillant qui, grâce au crédit d'impôt pour dons, lui a permis de redistribuer un plus grand patrimoine, tant à ses proches qu'aux causes qui lui tenaient à cœur. Ainsi, la générosité de M. Thibault est encore bien vivante aujourd'hui. Elle contribue à mener la médecine cardiovasculaire plus loin et elle protège les cœurs sensibles, des cœurs comme le mien. Merci de donner. Pour plus de détails sur les dons planifiés, visitez undonpourlecoeur.org ou contactez la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal. Bienvenue aux cœurs sensibles. Bonjour et bienvenue à ce webinaire Planifier votre héritage à votre image. Je m'appelle Catherine Saint-André, directrice conseil don majeur et planifié à la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal. Et c'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui en remplacement de Mme Josée Darche. Nous sommes présentement en direct. Nous sommes 75, donc bienvenue. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Au cours de la séance d'aujourd'hui, nous parlerons des étapes essentielles d'une bonne planification successorale pour vous permettre de planifier un héritage à votre image. On va aussi aborder la question du don testamentaire, des avantages de ce type de don-là pour vous offrir un impact maximal pour réduire le fardeau fiscal de votre succession. Et si vous êtes aujourd'hui avec nous, c'est parce que vous avez l'Institut de cardiologie à cœur. On ne serait pas capable de faire tout ce qu'on fait à l'Institut de cardiologie de Montréal sans le soutien précieux de nos donateurs qui nous soutiennent. C'est comme ça qu'on réussit à faire avancer la recherche cardiovasculaire et à sauver des vies. Donc, un grand merci à tous nos donateurs. Avant d'aller plus loin dans notre séance, nous allons aller voir un petit vidéo de Claudie, qui est une infirmière à l'Institut de cardiologie de Montréal, qui va vous parler de la place du patient à l'Institut. On se revoit dans quelques minutes après le vidéo. Bonjour, moi je m'appelle Claudie Roussy, je suis infirmière praticienne spécialisée en soins aux adultes dans le domaine de la cardiologie à l'Institut de cardiologie de Montréal depuis 2016. J'ai commencé ma carrière en 2007 comme préposée aux bénéficiaires pendant mes études en soins infirmiers. J'ai pu poursuivre ma formation justement grâce à une bourse d'études offerte par la Fondation. Mon père a fait un infarctus et est venu à l'Institut de cardiologie. Il y a eu une angioplastie primaire. Et puis, j'ai rencontré, donc, à titre de famille, le personnel infirmier, l'équipe médicale également. Et puis, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait une approche centrée sur le patient et la famille. On mettait vraiment le patient et sa famille au cœur des soins. Et ça a fait vraiment toute la différence. Ils ont donné des soins qui étaient humains. Et j'ai vraiment été marquée par cette expérience-là. L'ICM a vraiment une vision d'innovation, c'est-à-dire d'utiliser 100 du champ d'expertise, du champ de pratique des infirmières grâce à la loi 90. Donc, avec les conseillères, on a développé des protocoles, des ordonnances collectives qui permettent aux infirmières de vraiment profiter d'une formation plus avancée, de pouvoir utiliser 100 de leur champ d'expertise au profit des patients pour faire de l'évaluation avancée, des interventions infirmières également. Et donc, on voit vraiment la différence. Elles ont une grande autonomie et c'est vraiment ce qui distingue l'Institut des autres centres hospitaliers au Québec. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand les patients viennent à l'Institut, ils traversent une crise existentielle, une crise de vie majeure, avec des événements vraiment aigus dans leur vie. Et donc, on essaie vraiment d'accompagner le patient et sa famille à composer avec leur expérience de santé pour que ce soit le moins pénible, le moins difficile possible pour eux. Et donc, l'Institut nous offre des opportunités de faire de la recherche, de faire de la formation, tout ça, évidemment, pour donner les meilleurs soins possibles aux patients de l'Institut et aux patients cardiaques. La seule raison pour laquelle on rentre travailler à tous les matins, c'est les patients. À l'Institut de cardiologie, on a la chance de pouvoir sauver des vies, de pouvoir changer les vies, de pouvoir donner un second souffle aux patients et aux familles qui traversent des événements très difficiles.
Avec le soutien de la Fondation, il nous est possible de faire de la recherche pour faire avancer les connaissances, tant au niveau médical qu'en sciences infirmières, pour toujours donner les meilleurs soins, les meilleurs services à notre clientèle. Et ça, c'est majeur. On a aussi accès, grâce au soutien de la Fondation, à un plateau technique, un plateau d'imagerie, d'intervention qui nous permettent de réaliser des choses, de sauver des vies qui ne peuvent pas être sauvées ailleurs sans cette infrastructure-là, sans cette technologie-là. Donc, quand un patient vient à l'Institut, c'est parce que souvent ailleurs, ils n'ont pas toute l'infrastructure, la technologie, l'expertise pour pouvoir faire. On a un centre de 3e et de 4e ligne. Et donc, on est capable de sauver des vies, de changer des vies grâce au soutien de la Fondation, justement. Nous sommes de retour. Re-bienvenue avec nous. Je suis aujourd'hui avec Maître Isabelle Fecteau, notaire. Maître Isabelle Fecteau pratique la profession de notaire depuis plus de 20 ans. Elle est notaire fiscaliste au sein de l'étude CVF Notaire. La rédaction des testaments et des mandats en cas d'inaptitude sont parmi les champs d'expertise de Maître Fecteau. Elle a également enseigné pendant plusieurs années à l'Université de Montréal au droit notarial aux étudiants de l'Université de Montréal. Maître Fecteau, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Catherine, ça me fait plaisir d'être avec vous aussi aujourd'hui en direct pour qu'on puisse explorer là, ces sujets-là très importants. Juste avant de commencer, pour les personnes à la maison, on est aujourd'hui en direct. On est là pour répondre à vos questions. Donc, si vous avez des questions pour nous, n'hésitez pas à les écrire dans la barre de clavardage à la droite de votre écran. On a prévu une période de questions à la fin de la présentation. Mais si les questions viennent au fil du temps, n'hésitez pas à les écrire d'avance. Ça nous fera plaisir d'y répondre un peu plus tard. Donc, Maître Fecteau, dites-moi, quand on parle de planification successorale, des fois, les personnes ne savent pas toujours par où commencer. On veut revoir ses documents, on veut mettre les choses en ordre. Avez-vous des conseils? Que suggérez-nous pour rendre les choses le plus simples possible? Oui, bien sûr, quand on veut recommencer ou du moins réviser sa planification testamentaire, alors on doit penser là, bien sûr à notre testament, donc qui on doit, qui seront nos légataires, qui seront aussi notre liquidateur, qui est une personne ressource, qui est une personne essentielle à la mise en œuvre là, de nos volontés. Puis un testament, ça s'accompagne aussi là, d'un mandat de protection de façon assez usuelle. Pourquoi? Bien, écoutez, parce qu'on est inapte, mais avant, un testament, c'est quand on va être décédé, mais avant, ça se peut qu'on soit inapte. Donc, effectivement, il faut préciser aussi les règles qui vont s'appliquer si jamais ça nous arrivait un malheur comme celui-là. Et bien sûr, on peut mettre aussi dans notre réflexion si on doit prévoir ou si on pourrait prévoir un don à notre testament qui pourrait, avec les avantages fiscaux, bien, faire en sorte qu'on a plusieurs missions, plusieurs valeurs qu'on va pouvoir mettre en œuvre quand il va nous arriver un décès. Oui, tout à fait. Et vous parlez de testament. Je sais qu'il existe différentes formes de testament, différentes façons de faire son testament. Pouvez-vous nous expliquer un peu les différents avantages, les différentes formes aussi de testament qui existent? Oui, bien sûr. Écoutez, il y a différents types de testaments là, qui sont prévus dans le Code civil. Alors, le Code civil nous dit qu'on peut faire notre testament de différentes façons. Alors, la première façon, qui n'est pas tout à fait un testament, ça c'est le contrat de mariage. Alors, les personnes, peut-être que ça vous dira quelque chose. Avant, on disait au dernier vivant les biens. Donc, ça voulait dire souvent que les conjoints s'avantageaient l'un et l'autre à cause de mort. Donc, c'est le premier qui décédait léguait la totalité de ses actifs au conjoint survivant. Alors, c'est pas vrai, c'est pas un testament, c'est un contrat de mariage. Alors, c'est pas complet. Alors, on le voit dans les désavantages. C'est pas complet. Je peux pas, par exemple, faire un don à la Fondation dans mon contrat de mariage. Hein? Je peux pas nommer mon liquidateur. Donc, c'est vraiment, oui, c'est quelque chose qui me permet de déterminer à qui vont aller mes actifs au décès, mais c'est pas tout à fait... Et ça sera enregistré avec la Chambre des notaires et tout ça. Mais ou au RDPRM, mais qui est le registre des droits personnels et réels mobiliers. Je m'excuse, je vais aller moins technique, mais quand même, je ne peux pas aller dans le détail. Alors, je ne peux pas mettre qui je veux nécessairement comme donateur et comme donataire. Alors, le Code civil nous prévoit 3 autres formes de testament. Donc, le testament holographe, le testament devant deux témoins, c'est 2 façons qui sont assez... qui peuvent être pas très coûteuses, qui peuvent être rapides, mais ça a quand même des avantages. Alors, on ne profite pas nécessairement
nécessairement des conseils juridiques d'un notaire qui va pouvoir nous aider, là, ou du moins d'un juriste, qui va pouvoir nous aider là, à revoir vraiment notre planification pour avoir le conseil juridique qui va avec. Aussi, il n'y a pas d'original qui est conservé nulle part dans la voûte d'un notaire, donc ça se peut que ça soit perdu, puis au bon moment, on va devoir trouver il est où ce fameux testament. Aussi, ça peut coûter pas très cher pour le produire. Hein. Le testament holographe, souvent, ça, c'était la veille avant, quand on partait en vacances, on faisait des petites notes à 3 heures du matin pour dire si l'avion tombe, qu'est-ce qui se passerait. Mais quand il arrive le décès, par la suite, il faut aller voir le juge. Il y a une procédure à faire. Le testament doit être homologué. Il y a une procédure à suivre. Alors, à ce moment-là, ça coûte peut-être pas beaucoup de sous pour le faire au départ, mais ça va coûter beaucoup plus cher pour le faire à la fin, homologué. Donc, c'est peut-être pas nécessairement un service à rendre à notre famille. Donc, c'est sûr que, bon, je vais prêcher pour ma paroisse un peu. On va parler du testament notarié. Donc, c'est bien évident que c'est la façon la plus simple de faire un testament. Vous profitez des conseils juridiques d'un notaire. C'est plus difficile à contester, bien évidemment. C'est un acte authentique. On est des officiers publics. Hein? Alors, quand on signe avec nous, on doit valider votre volonté. On doit valider que c'est la bonne personne qui signe également, bien entendu. Je conserve l'original dans ma voûte et si jamais un jour j'arrête de travailler, je dois déposer mes minutes soit chez un autre notaire ou encore au palais de justice. Alors, on va toujours trouver où sont les actes. Et puis, on doit envoyer une notification à la Chambre des notaires aussi pour qu'il soit retracé facilement. Puis, si jamais on a à le modifier, bien, on fait un codicille. C'est bien, en fait, de savoir en sécurité, justement, que notre testament est bien gardé. C'est un grand soulagement pour plusieurs personnes, évidemment. Et on dit qu'un Québécois sur 2 environ n'a pas de testament. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là quand ces personnes-là décèdent sans testament? Oui, mais ça peut complexifier un petit peu le règlement de la succession, bien évidemment. Alors, mais par contre, c'est sûr que nos actifs ne sont pas abandonnés. Hein? Le Code civil a prévu des règles de base qui disent, bien, si la personne n'a pas fait de testament, alors comment seront répartis ses biens parmi les personnes de sa famille? Alors, c'est sûr que ça y va. Il y a différents ordres qu'on appelle les ordres de dévolution. Puis ça dépend aussi du lien de parenté qu'on a avec les gens, là, avec le testateur. Donc, plus on est prêt, plus on a de chances d'hériter. C'est un peu ça la règle. Alors, par exemple, dans le graphique que vous avez, donc, on a l'époux. Alors, on fait la distinction aussi entre l'époux et le conjoint de fait. On pourra peut-être en parler tout à l'heure, mais le conjoint de fait, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le conjoint de fait n'est pas reconnu dans le Code civil comme un conjoint aux fins des successions. Donc, par exemple, un conjoint de fait, si j'ai pas de testament, c'est sûr qu'il n'hérite pas. Tandis que l'épouse, lui, il est reconnu. Par exemple, si on a un époux et des enfants, à ce moment-là, il faut savoir que l'époux n'a pas tout. Il y a seulement un tiers. Le 2 tiers va aller aux enfants. Alors, s'il y a des enfants mineurs, ça va complexifier aussi la succession. Donc, il y a des choses à savoir. C'est peut-être pas les volontés des gens aussi. Hein? Ça représente peut-être pas la volonté de tout le monde de faire ça comme ça. La même chose, même si on n'a pas d'enfants, on a un époux, mais nos parents ou nos frères et sœurs sont toujours vivants, bien, le conjoint non plus n'aura pas tout. Alors, à ce moment-là, il faut faire attention. Hein? C'est peut-être pas du tout. Ça peut faire 50 ans qu'on est marié, puis le conjoint n'a pas tout si on n'a pas de testament. Donc, ça veut... tout dépendant qui est présent. Donc, pour que le conjoint, l'époux, quand je parle du conjoint, je m'excuse, c'est encore une fois ma déformation de notaire. Donc, on parle de l'époux. Alors, si l'époux, il est là, bien, pour qu'il hérite de toute la succession, il ne faut pas qu'il y ait d'enfants, il ne faut pas qu'il y ait de parents, il ne faut pas qu'il y ait de frères et sœurs. Fait que souvent, ça arrive peu souvent dans la vraie vie. Oui, puis tout dépendant des situations, s'il y a des propriétés en jeu, une maison, on pense, par exemple, à différentes situations qui pourraient arriver. C'est vraiment important à ce moment-là, comme vous dites, de mettre ses volontés par écrit pour l'adapter à sa situation. Absolument, parce que ça se peut qu'on se retrouve, que notre époux se retrouve copropriétaire de la maison familiale avec les frères et sœurs. Ça va peut-être être moins heureux comme résultat. Oui, c'est peut-être pas ce qu'on avec souhaite. Des impacts fiscaux aussi également qui peuvent en découler. Effectivement. C'est vraiment important ce qu'on dit présentement. Et justement, pour mettre le tout en exemple pour les personnes à la maison, on a préparé un petit quiz qu'on vous soumet. Si vous voulez participer, vous pouvez aller dans la section sondage à côté de la boîte clavardage pour choisir vos réponses. Donc, on a la situation ici de Françoise qui a un époux, si je ne me trompe pas. Françoise qui a un époux et une fille. Donc, elle n'a pas de testament. Qu'est-ce qui arrive si Françoise décède malheureusement sans testament? À ce moment-là, sa succession est distribuée de quelle façon?
Alors, effectivement, donc, on a le cas ici de Françoise. Vous voyez les choix de réponse. Donc, A, Georges l'époux reçoit 1 tiers et Stéphanie la fille 2 tiers. Sinon, B, Stéphanie reçoit tout. C, Georges reçoit 2 tiers et Stéphanie 1 tiers, donc l'inverse. Ou encore, Stéphanie et Georges reçoivent chacun la moitié. Alors, est-ce que Stéphanie et Georges vont se retrouver copropriétaires de la maison? C'est la grande question. Alors, vous pouvez répondre là, en faisant le quiz. Je ne vois pas les réponses des personnes à l'écran. Pas de personnes ont répondu au sondage. Donc, Maître Fecteau, à vous de trancher. Quelle situation s'applique à ce moment-là? Alors, j'espère que je ne me tromperai pas. Alors, le choix de réponse, c'était A. J'avais un petit peu divulgué le punch tout à l'heure. Donc, Georges recevrait seulement 1 tiers. Hein? Alors, c'est sûr que soit le REER, soit les maisons, il y a une partie qui irait à Stéphanie. Donc, tout dépendant des valeurs de chacun des actifs. On n'est pas obligé d'avoir 1 tiers ou 2 tiers de chacun des actifs, mais en valeur. Mais ça se peut que ce n'était pas tout à fait la volonté de Françoise, effectivement. Là. Oui. On a une autre situation, celle de Nicole, qui a un conjoint de fait, des frères et des parents toujours en vie. Même situation, malheureusement, Nicole n'a pas de testament. Elle décède. De quelle façon, à ce moment-là, sera distribuée la succession? A, Luc, le conjoint, reçoit tout. B, 100 à ses enfants. C, 100 à ses frères. Ou D, 50 à ses parents et 50 répartis entre ses frères. Maître Fecteau. Encore une fois. Alors, on y va. Donc, effectivement, c'est un conjoint de fait, Luc. Hein? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, malheureusement, le conjoint de fait n'est pas reconnu pour les règles de succession. Donc, à ce moment-là, on y va avec la réponse D. Donc, Nicole avait des frères et des parents toujours vivants. Donc, la succession serait répartie au complet entre les membres de sa famille. Et Luc en serait totalement écarté, même si ça fait 40 ans. Donc, il est le conjoint de fait. C'est pas les mêmes règles en vertu du Code civil que d'autres règles, des règles fiscales ou des règles plus sociales qui reconnaissent ses conjoints de fait après un certain temps de cohabitation. Le Code civil n'a pas encore été adapté à ce niveau-là, malheureusement. À ces réalités-là, j'imagine. Est-ce que vous savez si c'est des discussions qui sont... Oui, c'est des discussions qui font partie là, dans les dernières années, qu'il va y avoir une grande réforme du droit de la famille, mais ce n'est pas encore en place. Alors, malheureusement, mais même si c'était en place, il faut quand même penser à avoir le testament pour mieux choisir de quelle façon nous, on voit les choses. Tout à fait. Puis, sous un autre sujet, on parle souvent, quand on parle de planification successorale, de liquidateur, aussi appelé exécuteur testamentaire. C'est qui concrètement cette personne-là? Puis c'est quoi son rôle dans tout ça? Alors, le liquidateur... Le liquidateur a un très grand rôle. Il y a des grands pouvoirs, mais il y a aussi des grands devoirs. Alors, il faut bien choisir. C'est vraiment, comme je le disais tantôt, c'est comme le chef d'orchestre. C'est lui qui va orchestrer votre succession, s'assurer que tout sera en bon port, que ça part de votre succession, que ça se rend aux bons héritiers, que les impôts sont payés, que tout ça, on va le voir tout à l'heure, quels sont ses rôles. Alors, qui peut agir? Alors, premièrement, donc, les individus. Une personne physique peut agir à titre de liquidateur, donc un membre de la famille, des amis, des professionnels. C'est sûr que si votre sœur, elle a de la difficulté financièrement, qu'elle n'aime pas les documents, qu'elle n'aime pas, que ça fait 3 ans qu'elle fait ses impôts en retard, c'est peut-être pas la bonne personne à choisir. On essaie de choisir quelqu'un qui a une certaine facilité avec l'administration ou du moins qui sera capable d'aller chercher les professionnels en place pour bien pouvoir s'épauler là-dedans. Sinon, on peut confier ça à une société de fiducie. Donc, chacune des grandes institutions financières au Québec a une société de fiducie qui est rattachée, qui peut agir à titre de liquidateur, qui a les pouvoirs d'agir. Alors, et c'est les seules entités, les seules compagnies, qu'on pourrait dire, des personnes morales qui peuvent être engagées. Donc, c'est la société, ce ne sera pas votre directeur de compte de banque là, qui va venir gérer votre succession, mais ça va être la société de fiducie de la banque ou de la caisse qui va venir gérer votre succession, qui va venir être le liquidateur. Puis même si ça change à l'intérieur de personnes responsables du dossier, mais ça sera toujours la société de fiducie qui va continuer de gérer. Ou, du moins, vous pourriez nommer un individu comme liquidateur, donc quelqu'un de la famille, et que cette personne-là donne un mandat à la société de fiducie pour venir l'épauler. Ça pourrait être une combinaison des deux. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est que les fondations, les organismes de bienfaisance, ils n'ont pas le pouvoir d'agir à titre de liquidateur. Il ne faut pas, quand on fait notre testament, mentionner que la fondation, même si c'est notre seul liquidateur, notre seul héritier, on ne peut pas dire que ce sera la fondation qui va agir comme liquidateur. Ils n'ont pas le pouvoir en vertu de la loi de le faire. Bien oui, c'est une grande responsabilité, d'où l'importance de choisir la bonne personne et justement d'aller chercher de l'aide si on se rend compte qu'on n'a pas identifié une bonne personne nécessairement pour ce rôle-là.
est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire concrètement pour aider nous? En fait, on voit ici les rôles et les défis du liquidateur. Peut-être voulez-vous nous en glisser un mot à ce sujet, Maître Fecteau? Oui, tout à fait. Bien, écoutez, comme je le disais tout à l'heure, le liquidateur, il y a des grands pouvoirs, mais il y a des grands devoirs qui s'accompagnent de tout ça. Donc, on peut l'aider, là. Mais voici qu'est-ce qu'il doit faire, entre autres. Bon, lui, il reçoit le testament, il doit l'exécuter, il doit l'interpréter. Donc, le plus clair, c'est le plus clairement possible, le testament rédigé, bien, le plus facile va être son travail. Donc, il doit administrer les biens de la succession pendant l'intérim, jusqu'à ce que ça soit remis éventuellement aux héritiers. Il doit gérer les aspects légaux, les aspects fiscaux. Donc, il doit, comme je le disais tantôt, s'il a besoin d'un comptable, d'un fiscaliste, d'un notaire, d'un avocat, donc il doit référer les aspects aux bonnes personnes ressources pour gérer tout ce qui en découle. Il doit payer les créanciers. Quand on remet aux héritiers, à la toute fin, il faut s'assurer que les dettes ont été payées. Alors, il peut être tenu responsable. Donc, c'est pour ça qu'on doit choisir la bonne personne. Alors, il doit rendre des comptes aux héritiers, bien entendu. Il ne peut pas faire ça, l'administration, tout seul dans son sous-sol. Il doit rendre des comptes aux gens qui vont recevoir les actifs. Donc, c'est une charge administrative très, très importante. Puis quand on choisit quelqu'un de la famille, des fois, ça peut rendre les choses un peu plus difficiles ou des gens proches. Oui, c'est des bonnes personnes, mais il faut penser aussi que ça va être peut-être difficile émotivement à gérer. Parce que, bon, à chaque étape, bien, ça nous remet toujours dans le deuil. Donc, des fois, c'est bien d'avoir quelqu'un. C'est pas plus mal d'avoir quelqu'un qui vient de l'extérieur si on sait que la personne la plus proche de nous va avoir de la difficulté à gérer les aspects émotifs. Et le rôle aussi, effectivement, c'est un précieux conseil. En fait, ce que j'allais vous demander un peu plus tôt, c'est, sachant que ça a des rôles et des défis importants que le rôle de liquidateur, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire, nous, de notre vivant pour aider concrètement le liquidateur puis le préparer dans le travail qu'il aura à accomplir? Bien sûr. Alors, c'est sûr que le mot d'ordre, c'est l'organisation. Hein? C'est d'organiser nos choses. Donc, premièrement, alors, faire une liste des personnes ressources à contacter avec leurs coordonnées, parce que les gens de notre famille, les gens qu'on va nommer comme liquidateurs, n'ont peut-être pas accès, ils connaissent peut-être pas notre entourage là, qui s'occupe de nos choses. Donc, les coordonnées de l'employeur, de l'assureur, du banquier, du notaire, du comptable, de l'avocat. Bon, toutes ces personnes-là qui peuvent nous aider. S'il y a une fondation qui est nommée comme héritier, bien, les coordonnées de la personne ressources au sein de la Fondation. Donc, vraiment pas être obligé de commencer à chercher, faire un travail de débroussaillage pour trouver qui sont les bonnes personnes à contacter. On peut les aider. Aussi, on dit garder un inventaire à jour de vos actifs et de vos passifs. Donc, à ce moment-là, pour savoir qu'est-ce que vous détenez, si vous ne le dites pas à la famille, aux gens qui vous survivent, ça se peut qu'il y ait des actifs qui soient oubliés. Ça réfère un peu au dernier point de la liste, quand on disait faire une liste des biens de la grande valeur et de leurs emplacements. Bien, à ce moment-ci, si vous avez des actifs, surtout hors Québec, ou des actifs précieux dans un coffret de sûreté, ça serait important de le noter pour qu'on n'oublie pas ces choses-là quand on va régler la succession. S'il y a un compte en Floride, un compte bancaire, puis que personne de la famille le sait, ça se peut que les sous soient oubliés à l'étranger. Alors, organiser les documents aussi, quand je parlais d'organisation tout à l'heure. Donc, toutes les polices d'assurance, les assurances vie, les assurances auto, les assurances habitation, c'est toutes des personnes qui vont devoir être avisées de votre décès, qu'on va pouvoir réclamer des assurances. Donc, simplifier le travail des gens qui vont vous survivre. Et tous les certificats, si vous avez déjà votre certificat de naissance, votre certificat de mariage, des actes, des contrats importants, quand vous avez acheté votre maison, vendu votre dernier condo, quand vous avez acheté une entreprise. Donc, toutes les choses, les certificats de localisation de votre maison, tous les documents importants que vous avez, ce serait important de les cumuler à un certain endroit. Puis, c'est un acte qui n'est pas très connu. Ça s'appelle le bilan patrimonial. Votre notaire pourrait préparer quelque chose comme ça. C'est un acte dans lequel, justement, on vient rassembler tous ces éléments-là. Alors, et que ça s'appelle comme ça, un bilan patrimonial, dans lequel on vient faire la liste là, de tous nos actifs, nos passifs, les personnes ressources, donc, et que ça pourrait être, c'est fait sous forme d'acte notarié et ça peut être déposé dans la voûte du notaire avec votre testament. Donc, à ce moment-ci, et de le remettre à jour, parce que c'est beau de le faire une fois, mais il faut s'assurer que ça s'est maintenu à jour également. C'est un travail important que de justement faire le tour de tout ça, mais je pense qu'on se sent qu'en sécurité une fois que c'est fait, puis qu'on est capable de savoir, de tout rassembler nos pièces. C'est un grand ménage à faire, disons, mais on sait que les choses sont en ordre. C'est très, très important. Puis, sous un autre sujet, vous nous parliez un peu plus tôt justement des mandats de protection. En quoi ça consiste exactement? Est-ce que c'est quelque chose qui s'applique à tout le monde? Est-ce que tout le monde devrait faire des mandats de protection également dans leur planification successorale?
Effectivement, le mandat de protection, donc qu'on appelait avant le mandat d'inaptitude ou le mandat d'incapacité, peu importe, c'est la même chose. Donc, c'est-à-dire, c'est le mandat qu'on fait d'avance, à l'avance, pour déterminer quelles seront les règles qui seront appliquées pour la gestion de nos actifs, pour la gestion de notre santé, nos soins de santé, notre hébergement. Qu'est-ce qu'on fait avec la maison, dans laquelle on peut aussi nommer, si on a des enfants mineurs, qui va s'occuper de nos enfants. Si jamais on devient inapte, c'est pas juste dans un testament qu'il faut le prévoir. Il faut le prévoir aussi si je deviens inapte, je ne pourrai pas plus m'occuper de mes enfants. Donc, il y a vraiment des choses à préciser à l'avance. Parce que c'est sûr que si on n'en a pas fait, un peu comme pour les règles du testament, le Code civil, il pourvoit. Le Code civil a des règles de base qui peuvent s'appliquer à tous. C'est juste que quand on n'a pas de mandat, quand on n'a pas défini à l'avance que nous, on veut, avec nos volontés, avec les personnes que moi, je veux qui agissent pour nous, c'est pas nous qui allons choisir ces personnes-là. Il y aura un conseil de parents, de famille et d'amis qui vont venir nommer parmi eux qui va gérer, qui va les surveiller. Il y aura plus de reddition de comptes à faire, là, peut-être au gouvernement, au curateur public ou des choses comme celle-là. Alors, donc, c'est vraiment pour venir, le mandat d'inaptitude, c'est vraiment pour prévoir à l'avance comment je vais être traitée et comment mes actifs vont être gérés si moi, je suis plus en mesure de prendre mes propres décisions. Alors, c'est vraiment, comme on le voit, les mandataires à la personne, que ce soit pour choisir votre lieu d'hébergement ou dire qu'est-ce qui va se passer avec la maison familiale, si vous aidez un frère ou quelqu'un un peu à l'extérieur de votre famille financièrement, mais si vous n'avez pas fait de mandat d'inaptitude, votre mandataire ne pourra pas continuer de faire ça. Si vous voulez que votre mandataire, si vous voulez que même si vous êtes inapte, que la personne qui administre vos actifs puisse continuer de faire des dons. Vous faites un don annuel de 200 $ à une fondation ou 1 000 $ à une fondation, puis vous aimeriez que ça continue, même si vous êtes inapte, bien, à ce moment-là, s'il n'y a pas de mention spécifique dans le mandat, techniquement, le mandataire n'aurait pas le pouvoir de le faire. Donc, c'est important. Il y a différentes choses qui peuvent nous aider, là, qu'on peut préciser dans un mandat d'inaptitude, dans un mandat de protection. Donc, de penser vraiment aux choses qui sont importantes pour nous, d'avance aux éventualités, puis d'être bien conseillé aussi, justement, pour prévoir ce qui est un peu imprévisible aussi. C'est sûr que ça aide beaucoup. Oui, effectivement. Prévoir l'imprévisible, effectivement. Oui. Puis, sous un autre sujet, en la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal, il y a beaucoup de donateurs qui choisissent de mettre un don à leur testament pour soutenir le travail de la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal. Ils le font pour différentes raisons, parce que c'est quelque chose qui est important pour eux, qui représente leurs valeurs. Des fois, c'est pour dire merci pour des soins qu'ils ont reçus ou qu'un être cher a reçu, parce qu'ils veulent laisser une trace aussi de qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont fait aussi dans leur vie. Dites-moi, Maître Fecteau, c'est quoi les avantages de faire un don testamentaire comme ça? Alors, bien, c'est sûr qu'il y a plusieurs avantages à faire un don testamentaire versus un don du vivant, mais c'est sûr que c'est révocable ou c'est modifiable. Alors, selon nos volontés qui peuvent changer dans le temps. Donc, si on fait un don tout de suite, c'est fixé, mais quand on le fait dans notre testament, bien, on peut augmenter le montant, on peut, adapter selon la situation. Notre situation financière aussi, si elle change, bien, on peut adapter aussi le don, que ce soit à la hausse ou à la baisse, bien entendu. Bien sûr, qu'est-ce qu'on connaît mieux? Bien, c'est le retour sur l'impôt payé. Donc, évidemment, quand on fait des crédits pour don, quand on fait un don, on reçoit un reçu pour don qui nous permet d'utiliser un crédit contre nos impôts, même au décès. Alors, si c'est fait dans un bon délai, là, que votre liquidateur là, il est bien allumé sur la fiscalité, alors à ce moment-là, ça permet de planifier puis d'optimiser la fiscalité du don entre les impôts de la personne qui est décédée et les impôts de sa succession. Donc, on peut faire plusieurs planifications avec ça. Puis, on peut choisir aussi le type d'actif qui est donné, certains qui présentent une plus grande charge fiscale ou d'autres qui en présentent une moins grande. Alors, ça peut nous aider aussi là, à augmenter le bénéfice du don. C'est sûr que si on a un revenu très, très élevé, le retour peut même aller jusqu'à 50 %. Donc, ça peut être vraiment très élevé comme retour, tout dépendant effectivement de quel est notre niveau de revenu usuellement. Donc, et bien sûr, bien, vous le donnez seulement à votre décès, le bien. Donc, vous le conservez. C'est vous qui continuez d'en bénéficier votre vie durant. Donc, et puis, bien, ça vous permet là, de continuer votre mission, votre valeur. Vous le faisiez de votre vivant. Donc, vous voulez que ça perdure dans le temps, laisser une trace. Donc, ça vous permet de faire tout ça. Et, bien évidemment, bien, la Fondation pourrait reconnaître votre don en question. Donc, si vous souhaitez leur dire, leur faire savoir que vous avez prévu ce don-là, donc la Fondation pourrait le reconnaître dès maintenant, même si c'est effectif seulement au décès. Bien sûr, comme notaire, nous, qu'est-ce qu'on fait usuellement? C'est quand les gens nous arrivent et veulent faire un don de bienfaisance, ce qui est important, c'est de valider le don avec la Fondation au préalable.
responsable. Alors, et des fois, les gens me disent, bien, j'aimerais ça que ça soit quand même anonyme, je voudrais pas divulguer. Alors, je leur soumets la clause de legs testamentaire à la Fondation, sous format anonyme, en disant, Monsieur X m'a demandé de prévoir une telle clause à la Fondation pour m'assurer que, justement, les objectifs de mon client soient respectés et concordent avec la mission de l'organisme. Si on demande à la Fondation de faire quelque chose qui est complètement en dehors de ses valeurs, en dehors de sa mission, elle ne pourra pas accepter le legs. Donc, pour que ce soit efficace, on doit, en tout cas, je crois que c'est une bonne pratique de valider avec les gens à l'intérieur de la Fondation, qui sont les meilleures personnes là, pour conseiller là-dessus. Tout à fait. Puis on est apte à conseiller les donateurs aussi. Souvent, ils vont choisir de diriger leur don à certains programmes, par exemple. Donc, c'est important aussi d'avoir cette discussion-là. Vous avez raison. On voit ici une représentation donc d'une situation sans don et une situation avec don. Donc, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose sur ça, Maître Fecteau. On voit vraiment l'impact du don. On voit vraiment l'impact du don. Dans le fond, l'important, ce qu'on vous voulait pointer, c'est que dans un cas comme celui-là, par exemple, le défunt décède, il y a à peu près 1 million de dollars de valeur, donc avec ou sans don de 100 000 là, qui est fait à la Fondation. Mais dans le fond, les enfants n'auront pas avec le crédit pour don, le bénéfice que ça peut donner. Puis encore là, on n'est pas allé fouiller en regardant si on pouvait donner des actifs qui étaient encore plus qui permettraient d'optimiser, par exemple, des actions de société publique qui ont un traitement particulier aux fins fiscales, qui pourraient même permettre d'optimiser sur ce traitement-là fiscal. Mais on voit que, dans le fond, la différence avec ou sans don, pour chacun des enfants, c'est 25 000 seulement avec un crédit pour don qui permettrait d'aller récupérer 50 Donc, ça coûte pas très cher pour permettre de laisser une trace dans l'avenir. C'est un très faible impact financier pour un très grand impact pour la Fondation. Et souvent, c'est pour travailler souvent avec des donateurs qui font ce genre de dons-là. Je peux dire aussi que la famille est souvent très fière également, va adopter le projet de la personne. Donc, effectivement, on voit qu'au niveau fiscal, ça a des avantages, mais aussi ça a des avantages émotionnels. Des fois, on veut transmettre des choses dans sa famille aussi, des valeurs. C'est une belle façon de le faire. Et pour les personnes qui voudraient justement faire un don, comme ça, un don testamentaire, par où on commence? Et par où on commence? Bien, il y a plusieurs façons de léguer. Hein? On n'est pas obligé. La première façon là, que vous avez au tableau, on parle de legs universel. Ça voudrait dire, bon, je lègue la totalité de mes actifs à la Fondation. C'est pas obligatoire. Pour faire un don à la Fondation, il n'y a pas de bon ou de mauvais montant. Tous les dons comptent, mais on peut aller, par exemple, par un legs particulier. À ce moment-là, ça sera un montant précis. Donc, par exemple, je lègue à la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal la somme de X $. Donc, il reste à mettre le montant. Et puis, sinon, bon, le legs universel résiduel, donc, ça pourrait être un pourcentage aussi de la succession qui soit léguée, que ça soit 5, que ça soit 25, que ça soit 50, peu importe le montant qu'on veut préciser. Comme je vous dis, bon, c'est différentes façons. Donc, on peut... C'est pas parce qu'on veut avantager une fondation qu'on est obligé de tout lui laisser. On peut avoir plusieurs légataires, hein, bien évidemment. Alors, c'est les différentes façons de faire des dons, effectivement. Puis, en fait, une façon qui est vraiment intéressante aussi de compléter son don, je vous dirais, c'est d'aviser la Fondation, comme vous mentionnez, que le donateur a ce projet-là. On est là pour les accompagner, pour les aider à choisir. Justement, des fois, le projet qui correspond le plus à ce qu'ils ont en tête. Donc, on est vraiment là pour les aider, pour les conseiller. Donc, définitivement, n'hésitez pas, si vous avez un projet similaire, à nous aviser de votre projet. Donc, Maître Fecteau, on arrive bientôt à la fin de notre présentation. Merci beaucoup pour votre temps, pour votre générosité. Je suis certaine que ça l'a grandement éclairé les gens à la maison sur ce processus qui est quand même pas simple, la planification successorale. Donc, on va passer tranquillement à la période des questions. Je vous invite à la maison, si vous avez des questions, à nous les écrire dans la section clavardage. Nous sommes là pour y répondre. Il y a aussi, vous pouvez nous les poser en direct en sélectionnant le bouton Session et en cliquant sur Questions. Nous serons avec vous pour les répondre. Sinon, vous pouvez nous les écrire. On va aller voir un court vidéo. On vous laisse le temps d'écrire vos questions et on vous revient dans 30 secondes. Les dons ont permis à
à la recherche, mais également d'avoir comme on voit ici, des instruments médicaux à la fine pointe de la technologie. Chaque don que la Fondation reçoit peut effectivement sauver plusieurs vies. Là. On est de retour avec vous pour la période de questions avec Maître Fecteau. Donc, nous avons quelques questions. Est-ce que deux personnes peuvent agir conjointement, titre de liquidateur. Titre de liquidateur. Merci, Maître Fecteau. Donc, je vous laisse répondre. Effectivement, tantôt, je parlais du liquidateur, mais effectivement, il peut y avoir plus qu'une personne là, qui est en fonction à ce titre-là. C'est sûr que, personnellement, je préfère au moins que ça soit un nombre impair, hein, parce que quand il y a deux personnes, mais ou du moins qu'il y ait une règle là, qui leur permette de trancher des impasses, ça peut être plus difficile là, quand on a une personne qui dit oui, puis l'autre personne qui dit non, ou blanc ou noir, là, peu importe comment on le voit. À ce moment-là, c'est sûr que s'il y en a trois, bien, il va toujours avoir une majorité. Mais oui, effectivement, on n'est pas obligé d'en nommer seulement une. Donc, alors, après ça, donc, est-ce qu'il y a un formulaire spécifique à utiliser? Bien, pour un testament, c'est sûr que, bon, pour faire un don ou quoi que ce soit, c'est sûr que tantôt, quand je parlais des différentes formes de testament, c'est sûr que, sans vouloir prêcher pour ma paroisse, je préfère quand le testament est fait sous forme notariée. Ce que j'ai pas dit non plus tout à l'heure, j'ai peut-être moins pointé, c'est qu'effectivement, quand c'est un testament qui est holographe, vous pourriez faire un testament holographe et prévoir un don à la Fondation. Il faut que ça soit très, très clair, hein? Et puis, quand il arrive le décès, bien, il faut aller le faire là, homologuer par la Cour. Tandis que quand le testament il est fait sous forme notariée, bien, à ce moment-là, dès qu'on a la preuve que c'est le dernier testament, parce que tous les testaments sont enregistrés à la Chambre des notaires, ça ne veut pas dire qu'on leur envoie une copie de l'acte, ça veut juste dire qu'on leur donne une mention comme quoi que j'ai reçu un testament telle date de telle personne qui a telle coordonnée, qu'on puisse le retracer au décès. Mais dès qu'on a la preuve que c'est le dernier testament, tout de suite, il est efficace. Alors, tout de suite, on peut l'appliquer sans aller voir la Cour. Alors, c'est sûr que c'est de cette façon-là que je préfère fonctionner. Pour compléter, Maître Fecteau, concernant le don testamentaire, plus spécifiquement, il n'y a pas de formulaire à remplir à partir du moment où il est dans votre testament, peu importe la forme du testament. Il est officiel. C'est sûr qu'on encourage les donateurs à aviser la Fondation de leur geste, simplement pour qu'on puisse vous dire merci. Évidemment, on veut vous remercier de votre vivant, mais aussi comprendre concrètement vos souhaits par rapport à ce don-là. Est-ce que vous souhaitez être reconnu? Voulez-vous faire un témoignage, par exemple? Avez-vous des idées en tête en particulier ou avez-vous spécifié certaines choses dans votre don testamentaire qui est important qu'on sache? Donc, nous, évidemment, on sera avec vous pour la suite des choses. Donc, c'est vraiment important de nous aviser, mais pas de formulaire à remplir, simplement décrocher le téléphone et ça nous fera plaisir de discuter avec vous. On a une autre question. Je ne sais pas si vous la voyez mieux que moi. Oui, je la vois très bien. Donc, est-ce qu'un codicille doit être rédigé par le même notaire qui a rédigé le testament original? Non, pas nécessairement. Effectivement, on peut faire affaire avec n'importe quel notaire qui pourra, en autant qu'il y ait une copie du testament original pour s'assurer qu'il fait les bonnes modifications. Là. Effectivement, ça pourrait être un autre notaire qui fasse la suite des choses. Autre question. Alors, ça, c'est la question. Oui, on va attendre un petit peu. Les questions, ça rentre, c'est super. Bien, c'est un sujet qui est justement des fois qui peut impressionner, mais tellement important, qui touche tout le monde, en fait. Donc, je suis très contente de voir qu'on a des questions. Justement, on est là pour ça, donc ne soyez pas gênés à nous les poser. Donc, on en a une autre ici. Est-ce que les dons doivent-ils tous être en argent? Peut-on donner des toiles d'artistes, par exemple? Absolument, il n'y a pas de restriction. C'est sûr que si c'est un actif très particulier, peut-être validé aussi avec la Fondation, que ça ne leur posera pas de problème. Puis, entre autres, des toiles, bon, des fois, il y a des... tout dépendant quel type de biens que ça... Dans les lois fiscales, des fois, il y a certains des biens culturels, des choses qui pourraient profiter d'avantages fiscaux spécifiques. Mais bon, oui, effectivement, ça pourrait être un autre actif. Hein? Tant du vivant que, comme don testamentaire, le donateur peut choisir certains biens spécifiques. On en parlait avec les legs particuliers.
À la Fondation, on a une politique d'acceptation de dons. Donc, c'est sûr qu'on a des choses qu'on n'accepte pas, évidemment. Et on va avoir tendance à faire évaluer les biens, évidemment, surtout quand c'est des biens de très haute valeur, pour être capable d'évaluer la valeur marchande de ces biens-là pour émettre un reçu d'impôt par la suite. Encore là, je vous dirais, la meilleure alternative, si c'est quelque chose que vous envisagez, c'est de nous contacter. C'est notre travail de vous accompagner dans ça et de le rendre le tout le plus simple pour vous. Alors, on parle, un don testamentaire peut-il provenir d'un REER directement sans impôt prélevé? Effectivement, là, on parle bien sûr d'un don là, au décès, parce qu'on parle de planification testamentaire. Effectivement, vous pourriez décider de léguer votre REER en faveur d'une fondation pour éviter qu'il soit imposable pour votre succession. Effectivement, c'est une façon de faire. Tout à fait reconnu. C'est un des dons. C'est sûr qu'on n'est pas allé directement dans tous les types de dons qu'on peut faire avec les avantages fiscaux relatifs à chacun d'eux, parce qu'on pourrait en parler toute la journée. Mais effectivement, c'est une très bonne façon pour éviter l'impôt, surtout si on n'a pas... parce qu'un REER, bien, les possibilités de ne pas payer l'impôt au décès sont assez minces. À part léguer au conjoint, on a peu Bon, il y a quelques règles avec des enfants mineurs ou des personnes de notre famille handicapées, mais sinon, c'est très restreint comme possibilité de limiter l'impôt. Donc, effectivement, de le léguer du moins en partie à une fondation, effectivement, ça pourrait permettre de baisser l'impôt au décès. Et il faut donc le préciser au testament spécifiquement que c'est ce qu'on veut faire, de donner ce REER-là. On parlait aussi à une autre occasion de dons d'actions aussi. Oui. Certains donateurs pourraient choisir de donner des portefeuilles d'actions qu'ils ont comme dons testamentaires aussi. Tout est possible. Oui. Alors, est-ce que le liquidateur peut transférer ses responsabilités à une autre personne après le décès? Donc, il y a différentes façons d'y arriver, c'est-à-dire que le liquidateur, un peu comme je le disais tout à l'heure, il peut donner un mandat à quelqu'un. C'est pas parce qu'on nomme le liquidateur qu'il doit exactement faire tout lui-même. Il peut aller chercher un comptable, un avocat, un notaire. Il peut donner, tout à l'heure, j'en parlais, de donner un mandat à une société de fiducie pour que ce soit elle qui gère les aspects administratifs, mais que la personne qui décide au bout de la ligne, ça soit le liquidateur qui a été nommé. Ou encore, il pourrait renoncer à la charge et laisser la personne qui a été nommée par la suite pour agir, pour le faire à sa place, s'il veut totalement se décharger de ses fonctions. Il faudrait aussi valider, quand vous nommez un liquidateur, ça serait peut-être important de valider avec lui au préalable qu'il va accepter la charge. Si on nomme notre cousin, mais que notre cousin, ça ne l'intéresse pas ou qu'il a une vie qui est occupée à 150 % peut-être qu'il va refuser la charge. Donc, ça serait bien de valider avec lui avant qu'il va l'accepter. Tout à fait, effectivement. Puis de s'entourer, puis de ne pas hésiter justement à aller voir des professionnels si on a des besoins. Je pense un comptable, entre autres, ça peut être un atout vraiment précieux dans la liquidation d'une succession. Puis ça ne peut être qu'un plus pour vous assurer que vous faites bien votre travail comme liquidateur. Absolument. Alors, on demande, doit-on demander une copie du testament lorsque le donateur nous informe d'un don testamentaire au moment de sa décision? Bien, écoutez, je vais laisser ça à votre discrétion. C'est sûr que la personne, si elle ne veut pas divulguer son testament, c'est un acte qui est confidentiel. Alors, ça sera vraiment de l'exiger. Je vous laisse à votre discrétion parce que c'est vraiment, là, si on veut divulguer ou non notre testament, c'est vraiment une décision personnelle. Alors, une autre question. Si l'on préfère donner des actions dans le legs testamentaire pour profiter de l'exemption des gains de capital, doit-on le mentionner dans le testament ou le dire d'avance au liquidateur? Alors, je vois qu'il y a des personnes très avisées en fiscalité. C'est précis. C'est pour ça qu'on a une notaire avec nous. Je vais juste reprendre la question, s'il vous plaît, à la régie pour être sûr que je vois bien, juste pour être sûr de bien répondre correctement. Donc, pour l'exemption des gains de capital, je veux juste être sûr qu'on parle la bonne chose. Donc, si on parle des actions de sociétés privées, c'est sûr que ça, c'est peut-être un petit peu plus particulier. Tantôt, on parlait des actions de société publique, donc un portefeuille de placement avec votre courtier ou quoi que ce soit. C'est sûr que nous, qu'est-ce qu'on fait? De façon pratique, qu'est-ce qu'on fait? C'est que dans les testaments qu'on rédige, on vient dire, par exemple, c'est un legs pour un montant X ou une valeur de X, et on vient donner comme instruction au liquidateur, comme quoi qu'il peut choisir les actifs qui seront donnés pour pourvoir au legs, pour s'assurer que la fiscalité soit le plus possible optimisé. Donc, il n'est pas obligé de le payer en argent, qu'il peut le payer en actifs, justement que ce soit des actions publiques ou privées, si ça fonctionne avec l'organisme, les actions de société privée, parce que c'est quand même un petit peu plus particulier. Il y a des règles vraiment très particulières là-dessus. Mais bon, effectivement, puis on vient, dans le fond, on vient donner pas seulement des recommandations, mais vraiment un guide, des choses à suivre, des lignes à suivre aux liquidateurs en disant, n'oubliez pas, il y a des avantages fiscaux qui sont rattachés à certains types de biens. Donc, et les legs, ils doivent
être fait dans un certain délai pour que tous les bénéfices fiscaux puissent en découler. Donc, faites vos dons, payez les dons dans le bon délai et informez-vous avec un spécialiste en fiscalité, votre comptable ou peu importe, pour être sûr de prendre les actifs pour payer le legs qui sont les plus payants au niveau fiscal. Ça, c'est sûr que c'est intéressant. Puis peut-être si le donateur envisage faire quelque chose comme ça, définitivement d'en parler aussi avec le liquidateur, l'avertir, le sensibiliser à l'importance de ça, qui est peut-être un aspect technique que tous ne connaissent pas, mais qui doit être dit, qui doit être discuté. Puis les personnes après impliquées dans la succession respecteront les volontés du défunt. Absolument. On s'assure, là, ça flash dans le testament. Là. C'est en gras, en caractère gras, là, puis ça flash. On est sûr que les gens ne passent pas tout droit. Donc, nous arrivons à la fin. Nous n'avons plus de questions. Maître Fecteau, un grand merci pour votre temps, pour votre générosité aussi d'avoir été avec nous aujourd'hui. Comme je vois l'enthousiasme des personnes à la maison. Donc, merci. Je suis certaine que vous avez aidé plusieurs personnes aujourd'hui. Encore une fois, au plaisir de vous parler dans une autre occasion. Et à la maison, je vous dis merci d'avoir été avec nous et à bientôt. Merci. Toute sa vie, M. Thibault a eu le cœur sur la main. Et il a longtemps cherché le moyen de laisser sa marque après son départ, tout en prenant soin des siens. Il a choisi d'inclure à son testament un don planifié à la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal. Un geste altruiste qui, même une fois sa vie terminée, lui a permis de continuer à changer celle des autres. Et un geste brillant qui, grâce au crédit d'impôt pour dons, lui a permis de redistribuer un plus grand patrimoine tant à ses proches qu'aux causes qui lui tenaient à cœur. Ainsi, la générosité de M. Thibault est encore bien vivante aujourd'hui. Elle contribue à mener la médecine cardiovasculaire plus loin et elle protège les cœurs sensibles, des cœurs comme le mien. Merci de donner. Pour plus de détails sur les dons planifiés, visitez undonpourlecoeur.org ou contactez la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal. Bienvenue aux Cœurs sensibles.